À l'heure où l'épidémie est en train de repartir pour une 5e vague, c'est à tous les travailleurs et travailleuses de la première ligne que nous rendons hommage. Nous nous rendons aussi hommage aux millions de morts et à leurs proches. Au niveau des patients, les respirateurs étaient insuffisants, obligeant les soignants à faire le tri afin de décider quel patient allait être sous oxygène et pas l'autre. Tout cela dans un pays riche, la 5e puissance mondiale, pays dans lequel on a fermé 100 000 lits en 20 ans. Combien de morts aurions-nous évité aujourd'hui si l'hôpital n'avait pas été gouverné par une logique de rentabilité ces dernières décennies? Au sein de l'hôpital, il y a plus de 140 métiers. C'est une ville à l'intérieur de la ville. Évidemment, on connaît les soignants, mais il y a également des cuisiniers, des logisticiens, des jardiniers, des préparateurs en pharmacie, des techniciens de labo. Je ne vais pas tous les citer parce que, comme je vous ai dit, la liste elle est longue. Il y a également des buangiers comme moi. La blanchisserie, c'est comme une usine, mais au sein de l'hôpital. On traite le linge de l'ensemble des sites du CHU de Bordeaux. Ça va du drap des patients jusqu'aux vêtements du personnel. Cela représente 13 tonnes de linge par jour. Dans une ambiance bruyante, par exemple, tous les jours, en fait, on reçoit des décibels autant qu'on était en discothèque tous les jours. Il fait chaud, on vit dans l'insécurité. Comme des machines ne sont pas assez nettoyées parce qu'on manque de personnel au sein de la blanchisserie, il arrive que la poussière s'accumule et que ça flambe. En 5 ans, on a déjà eu 2 départs de feu. Notre journée est faite de gestes aussi répétitifs. Beaucoup de collègues ont déjà développé de l'asthme à cause de la poussière, mais aussi à cause des problèmes d'articulation, des tendinites ou autres, qui en fait ne sont pas, voire très peu reconnus comme maladies professionnelles. Nous avons eu aussi beaucoup de dépression et de burn-out à cause des méthodes de management tyranniques qui ont même mené en fait une collègue il y a déjà 3-4 ans de ça jusqu'au suicide. Elle allait voir son fils tous les mercredis, seul jour que le tribunal lui avait accordé, et on lui refusait ses mercredis à chaque fois. Je ne vous cache pas que ces conditions de travail ne sont pas améliorées après la crise sanitaire. Bien que les hospitaliers aient été qualifiés de héros, médaillés lors du 14 juillet, applaudis tous les soirs à 20 h, les remerciements sont vite retombés. À la suite des mobilisations qu'on a connues au mois de juin au niveau de la santé, le gouvernement a été obligé de manœuvrer et a créé le Ségur de la santé, qu'on pourrait aussi appeler mascarade de la santé. 183 € d'augmentation, et encore pas pour tout le monde. Au niveau du CHU de Bordeaux, on est les seuls dans lesquels tout le monde a pu avoir la prime Covid de 1 500 € parce qu'en fait, on s'est battu, on a fait grève, malgré qu'on ait eu des menaces d'assignation. C'est une particularité du service public, les assignations. On a plein d'entraves, nous on appelle ça une entrave au droit de grève, parce que si vous voulez, les assignations, c'est pour avoir une continuité de soins et de services auprès du patient. Nous, on n'est pas auprès des patients. Mais la réalité est que nous sommes tellement en sous-effectif que nous travaillons déjà au service minimal. Donc impossible de faire grève et de se battre pour défendre de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires pour un service public de qualité pour tous les usagers. Malgré tout, Véran a encore dit récemment qu'il faudrait nous enlever le loisir de faire grève. Comme s'ils pensent que perdre de l'argent, se faire gazer ou se faire éborgner par les flics, ça nous fait plaisir. Non, monsieur, on se bat pour des embauches, pour des salaires, pour que nous puissions plus fermer un seul lit. Mais si on a... Mais si on n'a obtenu que des miettes, comme je disais, ce n'est pas par manque de combativité des soignants, mais par la politique de négociation de la misère qu'ont mené les directions syndicales. Parce que ces mêmes directions sont plus préoccupées à organiser les élections professionnelles en 2022 et 2023 plutôt que de se battre auprès des ouvriers, des travailleurs et des travailleuses pour arracher de meilleures conditions de travail et un service public de qualité. Ouais. Depuis le 15 septembre, plusieurs milliers de travailleurs et travailleuses de la santé sont suspendus par la non-présentation d'un schéma vaccinal complet. La gestion catastrophique de la pandémie a eu un réel impact qui a poussé certains hospitaliers à ne pas vouloir se faire vacciner. À cause de cette mauvaise gestion, nos collègues sont donc sans salaire depuis 2 mois. Face à cela, nos collègues de la Guadeloupe, entourés de l'ensemble des travailleurs,
ont démarré une grève générale dans l'île pour s'opposer à la politique autoritaire du gouvernement sur le volet sanitaire, mais aussi sur des questions sociales, car aux Antilles, le problème de la vie chère est toujours présente, et ce depuis la grève générale de 2009. Aujourd'hui, c'est aussi la Martinique qui s'embrase et nous ne pouvons qu'être solidaires de leur combat et souhaiter que ce vent de révolte finisse par faire converger ici en métropole. Solidarité avec les travailleurs du monde entier. Solidarité avec les travailleurs du monde entier. Les raisons de se révolter n'en manquent pas. Alors que Macron se vantait dans sa dernière allocution d'avoir réalisé 19 milliards d'euros d'investissement dans la santé, soi-disant le montant le plus haut depuis l'invention de la sécurité sociale en 1945, ce qu'il a omis de dire, c'est que ces 19 milliards ne sont pas juste des investissements, mais prennent en compte les dépenses liées à la crise sanitaire. C'est un mensonge total. Au contraire, il y a quelques semaines seulement, une enquête révélait que 20% des lits étaient fermés dans les CHU et les CHR de toute la France par faute de personnel. Cela fait des années que les scientifiques alertent sur le risque de développement d'épidémies, notamment respiratoires. Les gouvernements successifs ont préféré continuer à réduire les budgets dans les hôpitaux. Même chose en ce qui concerne la vaccination. À l'heure où l'épidémie repart, nous devons exiger la levée des brevets pour que dans tous les pays du monde, les populations puissent avoir accès au vaccin. Il n'est pas normal qu'en temps de pandémie mondiale, la santé des millions d'individus, notamment dans les pays les plus pauvres, soit soumise à la concurrence et aux intérêts commerciaux d'une poignée de labos pharmaceutiques. Parce que nous n'avons aucune confiance dans ceux qui marchent en notre santé. Nous demandons la nationalisation sans rachat de tout le secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Et cela sous contrôle des travailleurs et travailleuses qui sont les seuls avec les usagers à connaître la réalité des besoins. Jusqu'ici, je vous ai parlé de mon lieu de travail, l'hôpital. Comme si nous, femmes travailleuses, n'avons qu'un seul lieu de travail. Pendant qu'une petite poignée de directrices d'entreprise sortent de leur bureau le soir et rentrent chez elles pour se consacrer, elles, à de vrais loisirs, nous sommes des millions de travailleuses qui, lorsque nous rentrons chez nous, devons nous occuper des tâches domestiques, des enfants et souvent aussi d'un proche invalide. Après une journée entière de travail, nous continuons à travailler gratuitement pour pouvoir nous-mêmes et nos maris aller bosser le lendemain et que nos enfants soient en bonne santé pour aller à l'école et se préparer à être les travailleurs de demain. Malgré qu'il soit indispensable au fonctionnement de la société, ce travail n'est pas rémunéré. Nous voulons avoir nous aussi plus de temps pour nos enfants, pour nos familles et pour nos loisirs. Voilà pourquoi, ce soir, nous présentons la candidature de notre camarade Anas, un travailleur issu de quartiers populaires, parmi tous ces candidats soutenus par des milliardaires. Anas est quelqu'un de toutes les luttes. Contre la loi travail en 2016, celle contre les violences policières, aux côtés des gilets jaunes, en défense de nos retraites. Je ne vais pas toutes les citer parce que la liste aussi pareil, elle est longue. Nous voulons en 2022 qu'un candidat qui ait notre visage, celui de nos luttes, pour pouvoir exprimer lors de ce moment d'élection la voix de celles et ceux qui n'ont pas de voix. Mais cette candidature, ce n'est pas simplement 2022. Nous voulons construire un parti révolutionnaire des travailleurs et des syndicats combatifs qui refusent de négocier des miettes avec le gouvernement. Une organisation indépendante des travailleurs et des travailleuses, des femmes doublement exploitées, de la jeunesse, des quartiers populaires, qui nous permettra de défendre nos acquis, mais aussi de lutter pour une société sans exploiter ni exploiteurs, où ce soit nous, les travailleurs, qui décidons. C'est ce que porte la candidature d'Anas, et c'est la raison pour laquelle on vous invite à prendre part à cette campagne à nos côtés. Merci. Ouais.